Vos trois personnes en avant. Euh, la plus à votre gauche, Émilie, vous la connaissez déjà. Puis comme c'est quelqu'un de modeste, ça ne veut pas que je relise sa bio complète de ce matin. Je veux juste vous rappeler quand même que c'est une professeure, mais c'est aussi, je suis fier de le dire, une organisatrice communautaire. C'est en partie dans les gènes de sa famille parce que sa sœur l'est aussi. Euh, Au centre, Rachel Ruet, bénévole Compagnie des jeunes retraités, maintenant retraitée donc, Madame Ruet est bénévole à la Compagnie des retraités, où elle a co-rédigé le guide pratique pour l'inclusion des personnes ayant des incapacités dans les organisations d'aînés. Elle a œuvré principalement dans le réseau de la santé et services sociaux, dans les secteurs de la réadaptation et de l'intégration sociale, à titre de gestionnaire et d'intervenante. Elle a occupé pendant plus de 20 ans des postes de cadre supérieur au ministère de la Santé et des Services sociaux, où elle a eu des responsabilités, notamment dans les programmes pour les personnes âgées et les personnes ayant une déficience. Et au bout de la table, Christophe Tremblay, étudiant au doctorat à l'Université Laval, professeur de recherche et membre du professeur de recherche, et il est aussi au CIRIS, Centre de recherche ici à Québec. M. Tremblay est étudiant, je l'ai dit, hein, chargé de cours à l'Université Laval. Il cumule diverses expériences de recherche, d'enseignement, de bénévolat et d'intervention dans le champ de la santé et des services sociaux, principalement dans le domaine de la santé mentale et celui du vieillissement. Son projet de recherche doctorale porte sur le rétablissement en santé mentale chez les personnes vieillissantes. Je vous rappelle que c'est un atelier aussi d'une heure, comme celui de tout à l'heure. Et même si on a l'impression qu'on est juste à côté, tout à l'heure, si vous avez des questions, moi, je vais devoir aller vers vous avec le micro pour que les gens en webinaire puissent entendre les questions. Ou sinon, Émilie, tu retraduis les questions au micro pour que les gens là-bas. Et ça se peut aussi qu'on ait des questions tout à l'heure des gens qui sont en ligne. Je vous laisse la parole. À cette heure-ci, il faut que je traîne mon café. Donc, bienvenue à cet atelier là, sur le guide pratique pour l'inclusion des personnes qui ont des incapacités dans les organisations d'aînés. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être en continuité avec la présentation que j'ai faite ce matin. Donc, on va introduire les contenus du guide. Vous avez devant vous, je crois bien, la table des matières de ce guide-là. Tout à l'heure, on va distribuer aussi d'autres guides pour les tables. Puis les personnes qui sont à distance peuvent consulter le guide, même le télécharger sur leur ordinateur. Là, je pense que vous avez l'adresse du site Internet. Sinon, sur le site Internet de la Compagnie des jeunes retraités à Québec, sous l'onglet Inclusion, vous allez le trouver très aisément. Donc, aujourd'hui, on va revenir en quelques mots avec Rachel sur la démarche qui nous a mené à la réalisation du guide. Christophe va vous faire un résumé là, d'une efficacité exemplaire des 4 sections du guide. Ensuite, on va vous faire travailler, non pas sur 2 vignettes, mais sur une seule, compte tenu là, des caractéristiques de notre assemblée cet après-midi. Donc, on va pouvoir partager les solutions qui ont été trouvées face à une situation problématique. Puis, on va terminer en se parlant des problématiques, pas des problématiques, pardon, des perspectives d'avenir de notre matériel. Ça vous va? Donc, Rachel, on t'écouterait là, pour la perspective, la démarche de départ. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui, bon. Bonjour tout le monde. Bon, je suis de la Compagnie des jeunes retraités. Je suis bénévole à la CJR depuis quelques années. J'ai eu la possibilité de travailler ou de co-rédiger le guide avec Christophe. Et ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de cette démarche-là, de comment ça s'est déroulé. D'une part, peut-être ce matin, Émilie vous a présenté brièvement la CJR. Donc, tout simplement vous rappeler qu'il y a 2100 membres aînés, qui la moyenne d'âge actuellement est de 72 ans. La Compagnie des jeunes retraités fête ses 25 ans cette année. Alors, donc, lors de son départ, lors de sa fondation, les gens étaient plus jeunes et il y a déjà, en 2014, les gens ont senti le besoin de voir comment ils pouvaient faire en sorte que les gens qui étaient à la compagnie, les gens qui participaient, qui étaient membres à la Compagnie des jeunes retraités, qui participaient à différentes activités, vieillissaient et avaient des incapacités et avaient des difficultés parfois à continuer à participer à des activités. Alors donc, de voir comment
l'organisation pouvait s'adapter pour que les gens puissent continuer de bénéficier des activités ou d'avoir d'autres activités qui pourraient leur permettre de participer socialement et d'être présents à l'intérieur de la CJR. Le président de l'époque, Claude Charbonneau, dans une réflexion avec plusieurs membres du conseil d'administration et des bénévoles de la CJR, ont convenu de se doter d'une politique d'inclusion. Premier geste pour démontrer que l'organisation avait une volonté d'ouvrir et d'accueillir et non pas de limiter, parce que la question vient sur la table, est-ce qu'on limite les participations, est-ce qu'on limite à un certain nombre d'activités? Bon, alors donc, lui, l'objectif était d'ouvrir et d'adapter. Alors donc, on s'est doté d'une politique d'inclusion. Et il a formé à ce moment-là un comité qui s'appelle Vieillissement actif dans la dignité, qui existe toujours, et qui avait l'objectif d'implanter cette politique-là. Mais comment faire? Quel outil on se donne? Quelle démarche on se donne? Et c'est à ce moment-là que M. Charbonneau a rencontré Émilie lors d'un colloque et on parlait de le défi qu'ils avaient entre les mains et ont convenu de faire une demande de subvention à la CADA, et une subvention qui a été reçue et que la CJR et Émilie ont pu travailler ensemble pour voir comment on pouvait se doter d'une démarche. La démarche, comme disait Émilie ce matin, elle est participative et elle souhaitait, et je pense que c'est un élément clé qu'il faut retenir, partir des besoins des gens, partir des besoins, des préoccupations des personnes. C'est quoi les particularités, c'est quoi les préoccupations que les gens ont? Autant les membres qui bénéficiaient de différents types d'activités, donc on a des activités culturelles, sociales, de voyage, des excursions d'1 ou 2 journées. Alors donc, comment les gens peuvent continuer à en bénéficier, c'est quoi leurs préoccupations, c'est quoi leurs besoins, et aussi les besoins des bénévoles qui organisent des activités. Ce matin, on a parlé qu'on a 300 bénévoles à la CJR. Les activités qui sont faites sont réalisées, organisées et planifiées et données par les bénévoles de la CJR. Donc, il y a une personne employée à temps plein, le reste est fait par et pour des aînés. Alors donc, comment on peut soutenir, sensibiliser les bénévoles qui sont présents, sans alourdir leurs tâches, mais voir comment on peut leur faciliter la vie. Alors donc, l'idée est partie d'entrevues auprès des membres et des bénévoles pour voir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs préoccupations. Et 4 préoccupations majeures sont ressorties, qui a donné lieu à la première phase des travaux, d'identifier les besoins et d'identifier les 4 préoccupations qui ont été, que l'organisation se dote de différentes orientations. Le deuxième, qu'il y a de la sensibilisation qui se fasse, qu'on travaille au niveau de l'accueil et qu'on travaille aussi à développer des outils et des mesures pour soutenir les bénévoles et les organisateurs d'activités. La deuxième étape a été de former 4 groupes de travail sur chacune de ces préoccupations-là et de développer des mesures et des outils pour soutenir et mettre en place ces façons de faire. La troisième étape a été aussi de valider auprès de différentes activités ces façons de faire. Alors donc de voir concrètement, est-ce que c'est possible, comment ça peut se réaliser, qu'est-ce qu'on en retire comme conclusion. Et la dernière étape a été de mettre dans un guide, de rassembler l'ensemble des informations de cette expérimentation et de voir et de valider aussi dans d'autres activités comment ça pouvait se passer. Et à cette dernière étape-là, on a validé le guide, comment il s'utilisait, est-ce que c'était facilement accessible, qu'est-ce que les gens pensaient. Et à la suite de l'ensemble de ces consultations, on a fait une dernière écriture du guide et c'est ce qui donne lieu au guide qui est actuellement présent sur le site de la CJR et qu'on a en nombre de copies aujourd'hui. Donc, ces 4 étapes ont été franchies on est à la 5e année cette année, donc le guide est actuellement présent sur le site et donc on a pu bénéficier aussi à la CJR de cette démarche d'implantation et comme tout changement de mentalité, on poursuit quand même et on poursuit avec ces éléments-là. Donc, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous présenter maintenant le guide en lui-même et ses composantes. Oui, merci beaucoup Rachel. Peut-être avant de rentrer là, dans le contenu là, très pointu du guide pratique, rappelez 4 grands messages clés qui peuvent là, vous aider à guider l'utilisation qui peut être faite là, du guide pratique. Le premier de ces messages-là, c'est que la démarche d'inclusion et les mesures qui sont contenues là, dans le guide constituent vraiment un
un point de départ pour des organisations qui souhaitent devenir plus inclusives, mais dans le fond, c'est un ensemble de suggestions. Donc, on vous encourage fortement à travailler aussi, à faire émerger les solutions qui émanent des milieux, des organisations avec lesquelles vous travaillez. L'autre message clé, c'est que oui, les outils qui sont inclus à l'intérieur du guide, qui sont joints là, en annexe, peuvent être directement utilisables, mobilisables, mais encore là, on vous encourage fortement à les mettre à votre main. Donc, à les adapter en fonction de vos cultures organisationnelles, de vos pratiques, puis aussi des usagers ou des participants aux activités avec lesquelles vous travaillez. L'autre message central, c'est que si vous avez feuilleté là, la table des matières du guide ou le guide en lui-même, vous aurez peut-être vu que c'est quand même une démarche en plusieurs volets qui vous est proposée. Évidemment, cette démarche-là, elle n'a pas nécessairement à être adoptée en totalité dans les organisations. Il y a très certainement un tri ou une sélection de ces volets-là ou de ces mesures-là qui doit être fait en fonction d'un diagnostic organisationnel ou d'une analyse de besoins, pardon. Le dernier message que je voulais vous livrer là, avant de rentrer dans le contenu très concret, c'est que vous allez sans doute là, vous en rendre compte si vous faites la lecture du guide. Il y a plusieurs mesures qui sont suggérées, qui sont plutôt générales, donc qui ne sont pas limitées spécifiquement aux personnes avec des incapacités. Donc, ce sont plutôt des mesures pour favoriser une amélioration générale du fonctionnement des activités et ce genre de transformation-là peut engendrer des bénéfices ou des retombées là, très importantes là, pour les personnes là, avec des incapacités. Si on regarde maintenant le contenu, donc je vous inviterai peut-être à suivre là, avec la table des matières qu'on vous a distribuée. Donc la première section du guide présente un peu la philosophie d'intervention qui a été en fait, qui a guidé l'ensemble de la démarche d'inclusion qui vous est proposée dans le guide. Donc, quelles caractéristiques cette démarche-là peut avoir? Dans notre cas, c'est vraiment un processus collectif, solidaire, qui a été mis en œuvre. C'est aussi un processus qui s'est déroulé sur plusieurs années, donc l'implantation ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est important de le savoir lorsqu'on veut favoriser l'inclusion dans une organisation. On retrouve aussi dans cette section-là, peut-être en termes plus d'outils ou de livrables, un lexique là, qui présente les définitions des concepts clés dans une démarche d'inclusion. Donc, c'est quoi la notion de participation sociale, d'inclusion sociale, d'exclusion? C'est quoi les différences qui existent entre les notions de déficience, d'incapacité et de situation de handicap? Si j'enchaînerai maintenant avec la deuxième section du guide, qui, elle, porte vraiment sur des mesures ou des solutions davantage à l'échelle organisationnelle. Donc, pour définir des grandes orientations pour favoriser l'inclusion dans une organisation et les traduire dans une culture puis des structures aussi qui sont plus inclusives. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez en termes d'outils dans cette section-là? On retrouve plusieurs instruments pour analyser les besoins des personnes avec des incapacités ou de l'ensemble des membres au sein d'une organisation. On retrouve aussi des balises, en fait, qui vous sont suggérées pour rédiger une politique inclusive dans une organisation. Des gabarits également de codes de vie qui peuvent aider à préciser les responsabilités, les devoirs également là, des acteurs au sein des organisations en matière d'inclusion de personnes avec des incapacités. Il y a un certain nombre aussi de mesures ou de réflexions qui sont suggérées par rapport à la programmation d'activités, à l'accessibilité physique des lieux également. Si on regarde maintenant la troisième section du guide pratique, c'est la section qui porte sur la thématique de la sensibilisation puis la promotion de l'inclusion. Dans cette section-là, on retrouve deux principales parties. La première partie, c'est un ensemble de contenus informatifs ou éducatifs très vulgarisés sur le phénomène du vieillissement, les discours populaires ou dominants qu'on entend
par rapport au vieillissement, puis des discours alternatifs qu'on peut utiliser pour les nuancer ou les recadrer. On retrouve également des contenus informatifs par rapport aux différents types d'incapacités. Donc, en quoi est-ce qu'elles consistent, les attitudes aussi à privilégier ou à éviter avec des personnes qui présentent ce type d'incapacité-là, et des contenus informatifs sur des problématiques qui sont fréquemment associées au vieillissement ou aux incapacités, notamment l'isolement social, l'intimidation entre personnes aînées qui est un phénomène qui existe, qui est un peu tabou. Puis je pense aussi qu'on a du contenu sur la dépression là, chez les aînés. La seconde partie dont je parlais plus tôt, c'est en fait un ensemble de moyens de sensibilisation qui peuvent être utilisés dans une organisation, soit auprès des membres ou auprès des ressources humaines. Donc, on a des gabarits de dépliants de sensibilisation, des guides d'animation pour un atelier, des quiz informatifs ou éducatifs sur le vieillissement, les incapacités, aussi des propositions de marche à suivre pour développer des capsules narrées ou des capsules vidéo là, qui présentent là, des témoignages de personnes avec des incapacités. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, je vous donne quelques exemples, mais c'est le genre d'outil qui vous est proposé dans cette section-là. Si on regarde maintenant la quatrième et dernière section du guide, c'est la section où on retrouve vraiment plusieurs outils pratico-pratiques pour améliorer le fonctionnement général d'une activité et aussi mieux adapter les activités aux besoins possibles là, des personnes avec des incapacités. Donc, en termes d'outils, comment ça se traduit? On retrouve par exemple un cahier d'aide à la planification d'une activité, un aide-mémoire aussi pour l'organisation d'un événement. Donc, à quel genre d'éléments on doit penser en amont d'une activité de fonctionnement. Donc, il précise, par exemple, les règles de vie qui doivent prévaloir dans cette section-là, des gabarits de cadre de fonctionnement. Donc, il précise, par exemple, les règles de vie qui doivent prévaloir dans un groupe ou dans une activité. On retrouve également un ensemble de mesures de sécurité à prévoir lorsqu'on organise des activités en groupe. Également des suggestions au niveau de la gestion, de l'accompagnement, de la supervision des personnes bénévoles dans les organisations. Un autre volet qui est couvert dans cette section-là du guide, c'est tout ce qui concerne l'accueil, l'établissement d'un contact chaleureux, inclusif avec les participants là, à une activité. Donc, on a un ensemble de recommandations assez générales, mais on a également là, des outils un peu plus là, précis, là, par exemple un protocole de pairage entre participants plus expérimentés puis des nouveaux participants pour permettre de tisser des liens là, entre les personnes dans une activité. Donc, c'est un peu un tour là, de piste ou un tour d'horizon non exhaustif, mais à tout le moins, ça vous donne une idée là, du contenu du guide. Merci, Christophe. On va maintenant vous faire travailler. Donc, je vais donner des consignes pour deux types de participation. Donc, une participation par webinaire puis une participation locale dans la salle. Donc, nous avons dans la salle deux équipes qui vont travailler de façon conjointe. Donc, on va vous demander dans un premier temps de vous attribuer des rôles. Vous avez des petits cartons verts où vous allez les recevoir bientôt. Donc, chaque équipe va avoir besoin d'un animateur, d'une animatrice, on va féminiser le tout. Donc, d'une personne qui va s'assurer que l'équipe est inclusive et entend tout le monde, n'est-ce pas? Donc, que les tours de parole sont respectés. Une personne qui va être responsable de rapporter aux autres les réponses qui ont été données aux questions posées. Donc, c'est une personne qui sûrement va prendre quelques notes mentales ou écrites. Puis aussi une personne qui va être la gardienne du temps. Donc, tout à l'heure, on va vous donner là, maximum une vingtaine de minutes. Donc, la personne gardienne du temps pourra s'assurer là, que vous êtes allé aussi loin que possible là, en 20 minutes. Pour les personnes qui sont à distance, bien, vous avez reçu la description de la vignette sur laquelle on va travailler. C'est la situation de Mme Lefebvre. Donc, c'est le document là, qui est un petite mise en page orange. Là, il y a un cadre orange. Donc, on va vous demander de faire la lecture de la vignette, puis ensuite de répondre aux 3 questions qui sont posées. L'objectif, c'est donc de vous amener à réfléchir à une situation
d'exclusion vécue par une personne, puis ensuite de fouiller dans le guide, donc d'aller voir la table des matières, le guide lui-même, etc., pour trouver des pistes de réponse. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, des pistes possibles, d'où l'intérêt de travailler entre différentes équipes et personnes devant leur ordinateur à distance pour voir qu'est-ce qui pourrait être esquissé comme piste de solution pour soutenir la participation de Mme Lefebvre. Au moment de la plénière, donc on va interpeller les deux équipes présentes, puis vous, en webinaire, vous allez pouvoir aussi intervenir pour nous suggérer là, des pistes d'action, puis on va compléter avec Rachel et Christophe. Donc, ça vous convient? Les consignes sont claires. Donc, on va se donner là, une vingtaine de minutes, donc vers 15h30, 35. Là, je vais commencer à vous dire vers 15h30 qu'on s'approche de la plénière. Merci. Nous allons faire la plénière maintenant. Merci de votre travail acharné. Est-ce que Marc, tu empoignes ton micro? Excellent. Hugo? Alors, je ne sais pas quelle table veut commencer. Donc, on est avec Mme Lefebvre. On ne relira pas là, les caractéristiques de la situation puisque tout le monde a travaillé sur la même mise en situation. Dans l'autre atelier, on avait deux différentes. On va d'ailleurs déposer la deuxième mise en situation qu'on n'aura pas traitée si vous souhaitez continuer vos devoirs à la maison dans un autre contexte. Donc, est-ce qu'il y a une des deux tables, une des deux rapporteurs, je dirais, qui voudrait intervenir pour répondre aux trois questions qu'on se posait? Peut-être qu'on va commencer par la première. Donc, à votre avis, quel est le principal ou les principaux problèmes qui sont posés sur le plan de l'inclusion par la mise en situation de Mme Lefebvre? S'il n'y a pas de volontaire, c'est moi qui vais désigner la table volontaire. Ah! Bon, nous, on a parlé que le problème, c'était qu'elle se retire graduellement d'une activité qu'elle apprécie, qui est signifiante pour elle. OK. Très bien. Et on a identifié diverses causes à ce problème. Donc, des causes au pluriel. Bon, des causes qui sont relatives à la cliente elle-même. Bon, on sent qu'elle est comme prise dans un cercle vicieux où elle se sent mise à l'écart et que cette mise à l'écart-là peut amener un risque d'isolement avec toutes les conséquences néfastes qui peuvent en découler sur l'estime de soi, par exemple. Puis, c'est ça, comme on disait, elle est privée aussi d'une activité qui est importante pour elle, qu'elle aime, qui est signifiante, et ça peut accentuer différents problèmes. Puis on se disait qu'elle n'est peut-être pas seule aussi, cette dame-là. On dit que ça réfère à la personne, mais il y a peut-être d'autres personnes dans cette situation. Puis on parlait aussi qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau de l'environnement social, au niveau des attitudes et des comportements stigmatisants des autres membres du groupe. Au niveau de l'environnement physique, il y avait différentes peut-être adaptations à faire en termes d'accessibilité universelle pour les locaux, mais même au niveau de l'activité elle-même pour qu'elle soit mieux adaptée. Merci beaucoup. Deuxième équipe, est-ce que vous pouvez nous nommer le problème? Est-ce que vous l'avez analysé d'une façon similaire? Est-ce qu'il y avait des éléments là, qu'on n'a pas abordés jusqu'à maintenant? Je dirais qu'on a des éléments assez similaires. Au niveau de, c'est quelque chose de multifactoriel, le fait qu'elle se retire. Entre autres, on pense que c'est probablement que les raisons qu'elle a nommées sont vraies. Le fait qu'elle trouve ça plus difficile de tenir avec ses incapacités à la mobilité. Puis nous, au niveau des attitudes des autres, plus dans l'activité jeu de société, puis on avait un peu identifié ça comme une forme d'intimidation, le fait qu'elle se fait se reprocher différentes choses dans les jeux. Fait que l'aspect un peu différent de ce qui a déjà été identifié, c'est peut-être la partie le plus intimidation. Merci beaucoup. Christophe, Rachel, est-ce que vous avez des éléments là, à ajouter par rapport à l'analyse du problème? Bien, je pense que ça résume bien, en fait, dans cette situation-là, au niveau des causes là, du retrait là, de Mme Lefebvre, on avait effectivement là, une dynamique d'intimidation verbale, sociale, une mise à l'écart de la part des autres participants. On avait également aussi des enjeux au niveau de l'accessibilité physique. Il y a un élément qui avait été nommé dans l'autre groupe que je trouvais aussi intéressant, une équipe qui soulignait un peu les occasions manquées par l'intervenante, l'animatrice. Donc, peut-être pas toujours saisi la balle au bon
fond lorsque justement des situations d'intimidation là, se produisaient, ce qui a peut-être mené là, éventuellement à une escalade ou une détérioration là, de la situation. Je sais pas, Rachel, si tu avais autre chose. Ça va. Super. On va repartir avec la deuxième équipe qui a intervenu par rapport aux éléments du guide qui pourraient être utiles justement pour faire face, pour agir par rapport à la situation de Mme Lefebvre. Est-ce que vous pouvez nommer les éléments là, que vous avez identifiés? En fait, on avait identifié un élément principal, le temps. On n'a pas Vu été le temps très, réduit. ouais, on n'a pas été très efficace, On mais, assume là, le caractère contraignant de nos consignes. mais au fond, nous, l'élément qu'on avait trouvé, c'est au niveau des moyens de sensibilisation et de promotion. Là, dans la section 3.2, on trouvait que l'idée du jeu questionnaire dans le contexte pourrait être très intéressant. Donc, comme on est dans une activité jeu de société, ce serait quelque chose qui pourrait être intégré puis qui permettrait là, d'informer là, les autres, en fait tout le monde dans l'activité sur les différentes incapacités puis les difficultés qui peuvent être vécues en lien avec ça. Très bien, merci. J'en profite pour dire aux gens, peut-être en webinaire, si vous avez des pistes de solutions, vous pouvez peut-être les rédiger, les envoyer, puis on pourra les intégrer à notre discussion là, dans quelques instants. Équipe numéro, je vous désigne comme l'équipe numéro 1, disons. Est-ce que vous avez quels sont les éléments du guide que vous jugez là, appropriés pour intervenir? Alors, nous non plus, on ne s'est pas rendu aussi loin dans notre analyse, mais vite fait, on avait ciblé l'analyse du milieu, là, de bien connaître les enjeux auxquels font face les participants, en tout cas les aînés qui vont à ce centre-là. Puis on avait repéré aussi le code de vie, peut-être de se doter de règles du vivre ensemble. Mm-hmm. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y avait des interventions webinariennes? Non. Christophe, Rachel, est-ce que vous pourriez compléter là, les pistes de réponse qui ont été déterminées? Effectivement, le code de vie ou d'éthique peut être au niveau organisationnel, mais aussi on peut voir que dans certaines activités, il y a des groupes qui se donnent aussi un cadre de fonctionnement, qui peut être aussi un genre de règles de fonctionnement, mais aussi règles de jeu, mais règles de fonctionnement aussi, et les gens rappellent régulièrement ces règles-là parce que parfois les membres changent ou les bénévoles changent. Donc, ça va être un élément qui peut être intéressant. Donc, un élément au niveau de l'organisation, mais aussi un élément au niveau de l'activité elle-même où c'est plus spécifique et plus adapté là, à la réalité. Est-ce que je peux ajouter quelques mots? Pour continuer là, sur le cadre de fonctionnement, c'est aussi là, un élément là, qui peut, tantôt je parlais d'intervention in situ ou directement là, lorsque des situations surviennent. Donc, quand on a un tel cadre de fonctionnement, bien, ça permet de le mobiliser, de l'utiliser comme assise pour des interventions. Puis c'est aussi un outil qu'on peut faire évoluer en fonction aussi des situations qu'on rencontre dans l'activité. Puis on peut partir également là, aussi là, des objectifs des participants. Donc, aussi dans le guide du matériel autour de l'intimidation, est-ce que tu aimerais en dire quelques mots? Un groupe qui peut être réutilisé par la suite dans l'intervention. Absolument. On a aussi dans le guide du matériel autour de l'intimidation. Est-ce que tu aimerais en dire quelques mots, Christophe? Oui. Dans la section 3 du guide, on retrouve là, en fait là, deux outils. On a un guide de formation qui complet, qui peut être utilisé là, directement tel quel dans les milieux pour aborder là, la thématique là, de l'intimidation chez les personnes aînées. Donc, des contenus plus informatifs ou théoriques, mais également des pistes d'action quand on est soi-même victime d'intimidation, quand on est témoin, puis également là, un exercice là, pour aider les personnes aussi à peut-être réfléchir à des situations où ils ont peut-être déjà été auteurs d'intimidation. On retrouve aussi un gabarit ou un dépliant de sensibilisation sur le sujet de l'intimidation qui résume le contenu là, de cet atelier-là. C'est des outils qui pourraient être utilisés là, par rapport à ce type de problématique. Peut-être que j'ajouterais que sur le site Internet, vous trouvez le guide. Il y a aussi des capsules vidéo qu'on a tournées. On voulait en présenter aujourd'hui, on a manqué de temps. Mais il y a, entre autres, des témoignages de personnes
qui participent à la CGR, qui ont différents types d'incapacités. Et une personne, entre autres, va expliquer qu'elle s'en rend bien compte dans les situations où elle semble déranger, puis où elle semble pas répondre là, aux attentes par rapport à la participation. Donc, c'est important de ne pas présumer que les gens s'en rendent pas compte. Puis c'est une expérience là, qui est assez, qui peut être très douloureuse, peut amener effectivement au retrait de la vie sociale. Puis peut-être un dernier élément, pas un dernier parce qu'il y en a plein d'autres, mais un autre élément en terminant qui pourrait être utilisé, c'est de voir à utiliser des sondages de satisfaction à la fin des activités de manière à donner l'occasion à Mme Lefebvre, avant qu'il soit trop tard, de manifester le fait qu'il y a certains inconforts. On aurait une réaction du webinaire. Donc, Marc se précipite vers l'arrière. Je vais aller vous lire ça. Donc, quelqu'un qui s'est nommé, j'imagine qu'elle accepte que je la nomme, Caroline Fournier. Avez-vous un exemple de code de fonctionnement pour différencier du code de vie? Oui. Oui. Dans le guide, on a d'une part, on fait référence au code de vie de la CGR en termes de référence, en termes de site web, et à d'autres types de codes de vie dans d'autres organisations. Et on a un exemple aussi de cadre de fonctionnement, exemple au Bridge, qu'on a mis comme exemple à l'intérieur du guide. Donc, les gens du Bridge nous ont proposé leur cadre de fonctionnement qu'on pouvait mettre là, à l'intérieur du guide comme un exemple là, concret de comment c'est utilisé. Donc, le Bridge, c'est une activité où il y avait certains, ils ont fait l'objet d'un projet pilote d'inclusion, il y avait certaines insatisfactions, donc ils ont travaillé à ramener là, des règles de fonctionnement qui convenaient à tout le monde, puis qui permettaient de régler ou prévenir certains problèmes. Il faut voir que dans certaines activités, on se retrouvait avec 150 à 200 participants, en des petits groupes, parfois de 4, qui changent de table et tout. Donc, ils adoptent certaines façons de faire pour rappeler des règles du jeu, mais des règles aussi presque de savoir vivre ensemble, là, parce que à des grands groupes, des gens qui sont plus compétitifs, d'autres qui viennent pour le plaisir, d'autres qui savent moins jouer, d'autres qui sont plus lents. Alors donc de trouver une façon pour que tout le monde y trouve son compte et que ce soit agréable, puis que ça soit inclusif aussi. Et il y a des activités, il faut voir que compte tenu du type d'activité, on retrouve des gens qui ont plus de difficultés. Donc, c'est bon de se donner une façon de faire ensemble. Bien sûr, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, attendez, je vais vous approcher. Dans un cas comme celui-là, moi, je suis très terrain, je suis très on essaie, on fait vivre. Moi, j'aurais été du genre, parce que je travaille aussi en déficience visuelle, à faire, tu sais, à apporter aux gens des genres de loups où on voit moins, Oui, c'est ça, oui. pour leur faire vivre, tu sais, pour faire vivre aux autres l'expérience, qu'il y ait une sensibilisation, une sensibilité pour les prochaines fois, peut-être mieux comprendre la personne, ce qu'elle vit. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut être... moi, je suis comme ça, je suis très... Oui. Mais oui, effectivement, ça pourrait être quelque chose, mais en autant que la personne qui organise l'activité, il faut voir que, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est 300 bénévoles, ça repose sur des bénévoles et non pas des intervenants payés et organisés. Donc, faut voir aussi dans leurs limites de ce qu'ils veulent faire et qu'ils sont prêts à faire. Déjà, l'organisation suscite puis valorise, mais on est à des degrés variables selon la sensibilité de certaines personnes. Donc, faut aussi composer avec ces réalités-là. C'est une bonne piste. On va prendre votre intervention. C'est une bonne piste. Par ailleurs, parfois, il faut faire attention de ne pas trop individualiser nos pistes d'action. Peut-être quelque chose d'intéressant, ça pourrait être effectivement d'organiser un atelier, si vous en avez les moyens, de sensibilisation à différents types d'incapacités, incluant les déficiences visuelles, puis d'autres types d'incapacités. Ça a le mérite de faire vivre une expérience, mais qui n'est pas centrée sur une seule personne. Comme quand on fait de la sensibilisation sur incapacité, vieillissement, bien on va suggérer là, de faire ça en évoquant différents types de situations pour que les personnes qui vivent une situation ou l'autre ne se sentent pas interpellées puis mises sous une lumière qui parfois peut devenir inconfortable. Mais c'est une bonne idée de faire vivre quelque chose parce que souvent, ça touche le cœur. Tu sais, tantôt, quand je disais ce matin, quelque chose comme muscler les méninges, puis tu sais, toucher la sensibilité des gens, ce type d'expérience-là est en mesure de le faire. On peut vous écouter?
Je me demandais de quelle façon les nouveaux membres qui joignent la compagnie sont informés et sensibilisés du guide. On a un journal qui est publié 3 fois par année, dans lequel à chaque fois on parle, si vous allez sur le site, vous pouvez voir l'info qui s'appelle l'info CJR, où on parle d'où on en est rendu, comme la dernière fois, on a parlé des 13 capsules qui ont été diffusées, on a parlé du guide qui était maintenant mis sur le site, et à chaque info CJR, on parle de l'évolution du projet, où on en est rendu, où ça peut être... on a une section aussi sur le site de la CJR qui s'appelle « Vers l'inclusion », qu'on essaie de mettre à jour, mais compte tenu du nombre de bénévoles, on n'est pas toujours en mesure de le faire, mais donc on se donne différents outils pour le faire. Avec les responsables d'activité, on a 2 rencontres par année. On a commencé à les voir où on a intégré des présentations là, à l'intérieur de ces rencontres-là. Donc, c'est par la sensibilisation. Et la sensibilisation est un moyen important, tant au niveau des membres, parce que plus les membres aussi sont sensibilisés, c'est sûr qu'ils ont créé des attentes, mais en même temps, ils peuvent être présents lors des activités, être plus soucieux, plus sensibles à ces réalités-là aussi, dans le sens que ça repose pas que sur les bénévoles, mais les membres aussi qui participent ont aussi une responsabilité d'être ouverts, d'être accueillants, d'être sensibles à la réalité des autres, et aussi, ils savent, certains oublient qu'ils sont en vieillissement, eux autres aussi, mais certains savent qu'un jour, peut-être que ça va leur arriver. Un petit mot de la fin, rapidement, Émilie. Oui, très rapidement. Donc, vous allez avoir une deuxième mise à situation sur laquelle travailler, qui est Monsieur Bouchard, qui est bénévole dans une activité de ski de fond, puis qui doit faire face à différents rythmes de croisière là, qui s'entrechoquent. Donc, bientôt, nous aurons un contenu de formation qui sera disponible, formation là, numérique, qui sera, on l'espère, accompagné d'ateliers là, d'accompagnement justement de cette formation numérique. Si vous souhaitez obtenir de l'information, n'hésitez jamais à me rejoindre à mon adresse Émilie Raymond, Université Laval. On vous tiendra au courant, mais de toute façon, on va diffuser par le biais du CREGES notamment là, nos prochaines activités de formation. Merci beaucoup pour votre participation enthousiaste, malgré la grandeur et la froideur. Et le merci va dans l'autre sens. Rachel Ruet, Émilie Raymond, Christophe Tremblay, merci beaucoup.